Bonsoir à tous pour cette table ronde sur l'islamophobie. L'islamophobie est un thème que 4 intervenants vont traiter. Moi, je suis ici un peu en annexe parce que la France, donc je suis au ministère des Affaires étrangères, mais enfin que je ne représente pas ce soir en tant que tel, simplement en tant que représentant, premier représentant spécial de la France auprès de l'Organisation de la coopération islamique. Donc en 2012, cette organisation qui est représentée dans cette table ronde par Madame Salima Dalibé à ma gauche, donc a une représentation à l'UNESCO et non pas en France, donc c'est tout de même à Paris. Et elle est depuis plusieurs années, elle s'est saisie depuis plusieurs années du thème de l'islamophobie, sur lequel elle produit un rapport annuel en 3 langues. Donc vous pouvez le consulter sur le site de l'ECI, puisque c'est français, anglais et arabe qui sont les 3 langues de travail de cette organisation. Organisation qui est réputée notamment en Europe comme une organisation barbue, en gros, excuse-moi Gilbert, mais bon, comme vous voyez, sa représentante en France ne l'est pas. Pas plus d'ailleurs que ces 2 représentantes à Bruxelles auprès de l'Union européenne et à Genève auprès des Nations Unies, dont je salue la présence ici. Donc Salima Dalibé nous parlera en premier de cette organisation et de son rôle dans la lutte contre l'islamophobie, et je passerai ensuite la parole à Gilbert Achcar, qui est un universitaire connu pour ses nombreux livres sur les problèmes du Moyen-Orient contemporain, qui enseigne à la School of Oriental and African Studies à Londres, et qui abordera plutôt le thème de l'islamophobie sous l'angle des relations internationales, puisque c'est devenu un thème dans la géopolitique mondiale. Nous poursuivrons avec Alain Grèche, qui est le directeur du site Orient 21, qui traitera plutôt du cas français, et notamment des médias et de l'islamophobie. Et j'espère que nous aurons également le 4e intervenant qui était marqué sur le site, Marwan Mohamed, qui est le directeur exécutif depuis 2016 du collectif contre l'islamophobie en France, auteur de rapports annuels, dont le dernier paru en janvier a été largement couvert par les médias. Donc je passe tout de suite la parole à Salima Dalibé, si elle veut bien. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je suis la représentante de l'OCI auprès de l'UNESCO, et j'ai le plaisir d'être accompagnée également par l'ambassadeur Nassima Barli, qui est la représentante de l'OCI auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que l'ambassadeur Ismet Jahan, qui est la représentante de l'OCI auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Donc l'OCI, c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 57 États membres. C'est une organisation politique et non pas religieuse. Donc voilà, nous ne sommes pas barbus, c'est cela. Et c'est un mandat qui est assez vaste. L'organisation a un mandat qui est assez vaste et qui se veut le porte-voix du monde musulman, donc des pays à majorité musulmane. Les domaines d'action, comme je vous le disais, sont vastes. Elles recoupent des domaines aussi bien politiques que culturels, qu'humanitaires. D'ailleurs, nous avons mis en place un dernier plan d'action pour la décennie 2016-2025, un plan d'action décennal 2016-2025, qui a défini 18 priorités et 108 objectifs, qui touchent aussi bien à la question palestinienne et le statut de Jérusalem-Est. Donc ça, c'est un gros dossier pour nous. C'est le cœur du travail de l'OCI.
les questions d'ordre humanitaire, la protection du patrimoine culturel, parce que nous avons vu dernièrement, par exemple, des atteintes délibérées au patrimoine culturel dans les situations de conflit. Et ça concerne nos États membres, et nous estimons qu'il s'agit là d'un trésor à préserver, que ça fait partie de l'histoire de nos pays membres et des pays musulmans en l'occurrence, et qu'il faut préserver cette diversité et cette richesse. Donc, comme vous le voir, nous avons une multitude de dossiers, nous traitons d'une multitude de dossiers au niveau politique, je le répète encore une fois. Et il est vrai qu'il y a un dossier qui nous tient particulièrement à cœur aussi, c'est la question des minorités localisées en dehors des États membres de l'OCI et la question de l'islamophobie qui prend de l'ampleur, que nous avons constaté. Enfin, nous constatons que ce phénomène de racisme latent à l'égard des minorités musulmanes ou perçues comme telles prend de l'ampleur, notamment depuis les attentats de 2011 et les différentes attaques aussi perpétrées en Europe. Donc, pardon, vous m'entendez ? Donc, comment est-ce que cette islamophobie se traduit à l'échelle internationale ? Donc, nous avons constaté que ça se traduisait par une essentialisation des musulmans. On les considère comme un bloc homogène, comme une entité unique, et on a tendance à dénier toute la complexité, la diversité du monde musulman, des musulmans en l'occurrence. On constate également un mouvement, une forme d'islamophobie perpétrés par des partis politiques, des partis populistes qui en font un fonds de commerce, en fait, à la veille de chaque élection. En fait, l'islam et les musulmans sont devenus une forme d'épouvantail que l'on agite avant chaque élection, quel que soit le type des élections. Et le débat sur l'identité, le débat identitaire a pris énormément de place sur la scène politique et sur les scènes nationales. Un autre élément également, c'est que l'on constate qu'il y a aussi un passage à l'acte. Il y a des attaques, des insultes, et une forme d'islamophobie que je mettrais entre guillemets d'islamophobie savante. C'est-à-dire que nous avons des intellectuels ou des pseudo-intellectuels qui alimentent ce sentiment de guerre de civilisation, qui s'évertue à décrire le fait que les musulmans auraient un système de valeurs qui irait à l'encontre du système de valeurs universelles, des valeurs universelles, que ce serait un groupe qui chercherait à imposer son mode de vie. Et donc, face à cette ampleur-là, nous avons décidé de mettre en place quelques actions. Donc, comme vous l'aviez rappelé, Monsieur Louis Blin, nous avons mis en place un observatoire de l'islamophobie en 2005, qui est devenu, qui a commencé son travail réellement en 2008, qui produit un rapport annuel sur l'islamophobie dans le monde. Donc, cet observatoire joue un rôle de veille et d'analyse aussi. On analyse un peu les différentes tendances que je vous avais décrites précédemment. Sur le plan diplomatique aussi, nous avons mené une action sur le plan multilatéral avec l'adoption de la résolution 1618 au Conseil des droits de l'homme. Donc, alors, le titre de la résolution est vraiment très long. C'est la lutte contre l'intolérance religieuse et l'incitation à la violence ou la violence à l'encontre des minorités religieuses. Donc là, vraiment, c'est une action sur le plan international afin de sensibiliser les différents États à cette problématique qui touche la vie de millions de gens. Là, je ne parle pas d'une religion, je parle d'individus qui en souffrent, en fait. À cela, s'est ajouté le processus d'Istanbul. C'est une qui a été mis en place en 2011. C'est une plateforme qui regroupe des États dans le but d'échanger les meilleures pratiques afin justement de mettre en place une réponse à ce phénomène grandissant. Un autre élément également, c'est que lors de nos relations bilatérales, lors de nos consultations bilatérales, que ce soit avec des États ou avec des institutions comme l'Union européenne, ce dossier-là est abordé. C'est un dossier qui est toujours à l'ordre du jour et toujours dans l'idée de mettre cette problématique-là à l'ordre du jour, d'en débattre et de sensibiliser les gens à ce problème. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que l'on s'est dit pourquoi ne pas essayer justement
d'ouvrir un dialogue. Peut-être est-ce le meilleur moyen de déconstruire les préjugés, d'affiner des quiproquos et de répondre à des questions et de nous associer en fait, enfin, de toucher le plus grand public. Et c'est pour cela que nous avons eu l'idée en fait d'organiser ce débat avec l'IREMO, voilà, afin d'ouvrir un débat vraiment ouvert, citoyen, constructif et courtois. Merci beaucoup Salima. Bon, je salue l'arrivée dans ces lieux de Marwan Mohamed qui sortait de sa douche, je crois. Et, enfin, pauvre. Enfin, bienvenue donc parmi nous. Nous avons commencé sans vous, mais je vous ai présenté en 3 mots. Enfin, vous continuerez après les acolytes. Donc, je passe la parole à Gilbert Ascar tout de suite. Bien, merci. Et merci à l'IREMO pour l'invitation. Je crois qu'on a tendance aujourd'hui, notamment en France, dans les milieux qui réagissent, qui sont contre l'islamophobie, à faire des États-Unis un peu l'épicentre de ce que ça peut être. Et je crois que ça mérite un petit commentaire parce que je crois que c'est une erreur d'attribuer cela aux États-Unis de manière permanente. Donc, je vais préciser un peu ce que je veux dire là. Mais d'abord, pour indiquer comment ça peut être interprété de manière très différente, on sait qu'une partie des islamophobes français sont en même temps anti-américains. Je crois que dans le petit livre de Vincent Gesser sur la nouvelle islamophobie, vous avez une petite description de ce genre de milieu. Et en effet, d'un certain point de vue, on peut comprendre la logique derrière, jusqu'à il y a quelques années, parce que les choses ont bien sûr évolué depuis. C'est que le rapport des États-Unis à l'islam, et même à l'islam dans sa version la plus rétrograde, la plus intégriste, est un rapport très spécial. D'abord, les États-Unis n'ont pas du tout la même tradition ou la même conception de la laïcité que celle qui existe en France. Et on sait que l'épicentre de l'intégrisme islamique mondial, qui est le royaume saoudien, est le plus ancien allié des États-Unis. Quand on dit qu'Israël est le 51e État des États-Unis, moi je régis toujours en disant non, c'est le 52e. Le 51e étant le royaume saoudien, qui a tissé des liens très étroits, qui était pratiquement un protectorat américain, qui le reste sur le fond, mais qui était même directement contrôlé, directement géré par les États-Unis pendant longtemps. Et avec des États-Unis qui n'ont rien fait pour améliorer soit le statut des femmes, soit n'importe quoi. Donc qui se contentaient bien de cet intégrisme ultra-rétrograde qui est celui des Saoudiens, dans la mesure où ça maintenait une société dans un état d'archaïsme qui leur convenait en tant qu'exploiteur de ces ressources minières. Et pendant longtemps, les États-Unis ont utilisé l'intégrisme islamique comme vecteur idéologique principal dans le monde musulman, dans la lutte contre tout ce qu'il y avait à gauche, que ce soit Nasser, que ce soit l'influence de l'Union soviétique, et d'ailleurs en utilisant l'islam, l'intégrisme islamique contre l'Union soviétique elle-même, c'est-à-dire dans les régions musulmanes de l'Union soviétique, contre donc tout l'éventail, si vous voulez, de ce qu'il pouvait y avoir comme force ou influence de gauche dans le monde musulman en général et le monde arabe en particulier. Et cette utilisation a culminé avec l'Afghanistan, la guerre d'Afghanistan, où les États-Unis ont très délibérément soutenu des forces intégristes de concert avec les Saoudiens et les militaires pakistanais dans la lutte contre l'occupation soviétique
de ce pays. Bon, ça a été un peu disons, l'apogée de cette longue alliance, de cette longue utilisation de l'intégrisme islamique. Je dis apogée parce que ça a débouché par la suite à un célèbre retournement, celui de Ben Laden, d'Al-Qaïda, qui, après l'Afghanistan, au moment de l'Irak, s'est retourné contre les États-Unis et contre le royaume saoudien, d'ailleurs, dont il est issu comme 15 des 19 qui ont fait le 11 septembre, comme je crois, c'est assez bien connu. Donc, dans cette tradition-là, les États-Unis, y compris sous l'administration Bush, ne faisaient pas l'amalgame. Ils se gardaient bien de faire l'amalgame entre islam et intégrisme islamique. La logique du bon musulman et du mauvais musulman, c'est une logique permanente dans tout ce temps-là du côté des États-Unis. Et bon et mauvais n'étant pas définis comme ils pourraient l'être dans des milieux, disons, modernistes occidentaux ou autres, ce n'est pas défini par l'attitude par rapport aux femmes, par exemple. Sinon, les plus mauvais seraient les Saoudiens. C'est défini par l'attitude vis-à-vis de l'Occident, bien sûr. Les bons musulmans sont les amis de Washington, les mauvais musulmans sont les ennemis de Washington. C'est comme ça que l'Iran est le diable, l'incarnation du diable, tandis que le royaume saoudien, ce sont nos amis. Alors que, entre les deux, les plus intégristes, les plus oppresseurs des femmes, etc., sont certainement les Saoudiens. Maintenant, donc, dans ce contexte-là, il y a effectivement une rupture, mais celle-là, elle est toute récente. C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, l'arrivée d'une islamophobie au sens le plus strict du terme, au sommet du pouvoir aux États-Unis. Trump déjà lui-même a utilisé toute une rhétorique islamophobe, que ce soit déjà contre Obama, dont les islamophobes, auxquels les islamophobes reprocheront toujours le fait que son père soit musulman, que ce soit sur l'interdiction, sur l'affaire des visas, du refus d'entrée aux États-Unis des citoyens d'un certain nombre de pays, ce que les gens ont tout de suite appelé à juste titre le Muslim ban, c'est-à-dire que c'était bien entendu d'inspiration islamophobe et non pas sécuritaire comme ça le prétendait. Mais plus que cela, il y a une équipe d'idéologues islamophobes au sens le plus strict du terme, donc qui ressemble aux pires islamophobes qu'on peut trouver en France, dont le plus connu est Stephen Bannon, qui vient d'être largué sous pression, que Trump a dû larguer tout récemment sous pression de l'establishment. Mais Bannon et d'autres, dont je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Gorka, je crois, un autre islamophobe de choc, c'est un peu comme là, on a des théoriciens de l'islamophobie au sens le plus strict du terme, des gens pour qui l'islam est l'ennemi. L'islam est une monstruosité, c'est la source de tas de choses, et il faut considérer l'islam comme un ennemi de l'Occident. Cela dit, même dans ce contexte-là, on a vu des alliances surprenantes. Alors là, ça vous montre toute la complexité de la chose, mais c'est que, la première visite de Trump, pourtant, malgré tout ce qu'on a dit, c'était encore au royaume saoudien, et c'est une visite qui va s'intégrer dans une sorte de compromis, si vous voulez, avec ses propres islamophobes, dans une alliance avec les Émirats arabes unis qui jouent sur ce terrain-là un rôle éminent, en ciblant les frères musulmans, l'association des frères musulmans, comme l'incarnation du mal, et en faisant donc...
enfin, si vous voulez, en concentrant cette islamophobie sur une cible qui est les frères musulmans, que Bannon et autres ont essayé de pousser à ont voulu pousser le gouvernement américain à déclarer comme terroriste. Hein. Vous avez déjà eu un certain nombre de tentatives à ce niveau, dont une enquête en Grande-Bretagne qui avait conclu d'ailleurs que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'association des frères musulmans comme une association terroriste. On peut lui reprocher plein de choses, mais pas cela. Et donc, on a vu comme je disais, cette un peu situation très, très particulière dans laquelle on a un Trump qui va encourager les Saoudiens à isoler le Qatar. Hein, donc, toute cette crise dont vous avez entendu parler, dont la raison probablement la plus centrale, c'est le fait que le Qatar, depuis le milieu des années 90, après les Saoudiens, est devenu le sponsor des frères musulmans. Hein. Et bon. Donc tout cela, c'est bien entendu sur un arrière-fond d'ébullition dans le monde arabe, depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, et une ébullition dans laquelle les frères musulmans ont joué et jouent un rôle important. Donc voilà, c'était quelques mots pour un peu essayer d'expliquer la complexité de la chose, hein, ne pas réduire tout à des caricatures n'est-ce pas, en noir et blanc et tout. C'est plus complexe. Ce n'est pas dans l'intérêt des gouvernements occidentaux d'être islamophobes, hein, d'où toujours en permanence ce discours sur la distinction, sauf avec un Trump ou quelques aujourd'hui... on a de plus en plus de gens d'extrême droite, comme par-ci, par-là, ou alors de droite dure, comme Berlusconi il y a quelque temps. On entend de temps en temps des discours islamophobes. Ce n'est pas au niveau de la présidence des États-Unis qu'on les entendra, sauf, bien entendu, avec Trump, et encore en tenant compte de tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre bout de trottoir, c'est-à-dire la France. Donc, je vais passer la parole peut-être à Marwan Mohamed, si Alain, c'est d'accord que tu présentes donc bien sûr le collectif, mais aussi l'état général, enfin l'état actuel. Bon, on a vu qu'aux États-Unis, ça va de mal en pis, et chez nous. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le retard. Et comme vous avez pu le constater, le CCIF n'est pas à l'épreuve de l'eau. Mais on va essayer d'intervenir quand même et de dire une parole aussi utile que possible. Le collectif contre l'islamophobie, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une association d'assistance à des personnes victimes de discrimination, de violences, d'insultes, de menaces islamophobes. Et ce que l'on qualifie d'islamophobe, c'est donc l'ensemble des discriminations et des actes de violence qui sont réprimés par la loi et qui visent des individus ou bien des institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et d'entrée, vous remarquez deux choses. D'abord que c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement musulmanes, mais qui vont être perçues comme telles par les gens qui les discriminent et qui les agressent. Donc parmi les personnes qu'on assiste, il y a aussi des personnes qui sont non musulmanes, arabes, chrétiens, ou bien personnes qui portent un foulard pour d'autres raisons que religieuses, ou personnes qui portent une barbe et qui vont être identifiées comme musulmanes à cause de ça, ou à cause de leur couleur de peau, à cause de leur style vestimentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque sur la définition, c'est qu'elle n'inclut pas la critique du religieux au sens large du terme. Parce que le principal travail du CCIF, c'est de fournir une assistance juridique, et parce qu'on est dans un environnement et dans un contexte où on ne peut pas souffrir de la moindre complaisance par rapport à l'inclusion de cas dans les statistiques de l'islamophobie qui n'en seraient pas réellement ou bien qui prêteraient à litige, on doit absolument avoir une définition très conservatrice, très restrictive, très précise et très juridique du concept même d'islamophobie. Et vous avez vu qu'au fil du temps, il y a eu débat, il y a eu dispute même autour du concept d'islamophobie. Fallait-il le reconnaître, fallait-il le nier ? Et il y avait des gens qui, pour nier la réalité du phénomène, se sont dit, en tuant le mot, on va tuer la cause. Sauf que, après recherche, après étude, il s'est avéré que ce terme-là, il a une histoire.
Et que cette histoire, c'est pas celle d'un mot qui serait inventé par des mollahs ou par des imams au Moyen-Orient pour interdire la censure, pour interdire la critique et la discussion autour des sujets religieux. Donc, 13 ou 14 ans après la création de l'association, après le travail de dizaines, de centaines de journalistes, de militants, d'universitaires, on peut globalement dire que le concept d'islamophobie, il est posé dans le paysage. Et si on a une critique à lui formuler, du moins si moi j'ai une critique personnelle à formuler au concept d'islamophobie, c'est sa difficulté à recouvrer spontanément des réalités qui sont très différentes dans deux dimensions. Une dimension temporelle. L'islamophobie, ne serait-ce qu'en France, entre aujourd'hui et il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ça représente et ça décrit des choses très différentes. Et puis la deuxième dimension, elle est spatiale. On parlait des États-Unis à l'instant, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler de l'Allemagne, on peut parler de la Russie, on peut parler de la Pologne, et on va décrire des formes très différentes, à la fois dans les idéologies qui nourrissent l'islamophobie, et à la fois dans la phénoménologie que recouvre l'islamophobie. Donc on va utiliser le même terme pour décrire des situations très différentes. Dès lors, comment est-ce qu'on peut adopter une définition qui pourrait décrire ça correctement ? Celle que j'ai trouvée personnellement la plus utile, celle qui a été posée par deux sociologues français, Abdelali Hajjat et Marwan Mohamed. On porte le même nom, mais on n'est pas la même personne. Et leur définition, elle est la suivante. L'islamophobie, c'est la construction d'un problème musulman. Et construire des êtres humains, des personnes ou des communautés de personnes comme étant un problème, ça peut expliquer la recomposition à la fois idéologique et phénoménologique de l'islamophobie dans des contextes très différents les uns des autres. Et ça dit aussi autre chose. Quoi que fassent les personnes concernées, ça ne change pas la forme de racisme qui les vise ou la forme d'intolérance qui les vise. En d'autres termes, il n'existe pas un seuil de bon comportement ou de civilité au-dessus ou en dessous duquel les musulmans seraient spontanément acceptés, tolérés, respectés, inclus par les gens qui les visent à travers ce discours islamophobe. Et quand vous y réfléchissez, elle est perverse, cette idée selon laquelle il existerait des musulmans acceptables et d'autres qui ne le seraient pas, des musulmans modérés et d'autres qui seraient extrémistes. Et vous voyez qu'à travers ces dichotomies qui sont complètement construites et qui sont complètement artificielles, on induit l'idée que l'islam en lui-même est une substance dangereuse, par essence. On en prend un petit peu, on est modéré. On en prend un tout petit peu trop, on bascule dans l'extrémisme. Et depuis maintenant près de 15 à 20 ans, les musulmans, y compris notamment ceux qui vivent en France, cherchent le seuil de tolérance. Ils cherchent la quantité d'islam ou le niveau de pratique ou de visibilité religieuse qui marque le curseur, qui marque la frontière, qui marque la limite entre ce qui serait la modération en islam ou le seuil acceptable de pratique musulmane et quelque chose qui serait tout de suite lié à l'extrémisme. Et vous voyez que dans les cas qui nous sont reportés, notamment ceux depuis 2 ans à travers l'état d'urgence et un certain nombre de pratiques qui vont être abusives dans le cadre de cet état d'urgence-là, y a de tout, quoi. Tu peux être considéré comme extrémiste par un certain type de profil en France. Kevin, la longueur de ta barbe, là, tu passes encore pour un hipster. Je pense qu'un demi-centimètre de plus et on va commencer à se poser des questions. Si je vous dis ça, c'est que sur les 430 dossiers, pour vous donner des chiffres, pour vous donner des ordres de grandeur, il y a eu plus de 4200 perquisitions administratives dans la première année de l'état d'urgence. D'accord ? Ces perquisitions, elles ont abouti à moins d'une dizaine de débuts d'enquête pour des faits supposés en lien avec le terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu procès, ça veut encore moins dire qu'il y a eu condamnation, mais il y a eu à peu près une dizaine d'enquêtes qui ont été menées. Sur ces perquisitions et sur ces assignations à résidence, le CCIF a eu à en gérer 430. Ça veut dire à peu près 10-11% des dossiers. Sur ces dossiers, pas une seule personne n'a été incriminée, n'a été mise en cause réellement. Et pour vous donner des proportions, disons un tiers d'entre eux ont été signalés sur dénonciation de leurs collègues, de leur voisinage, de gens avec qui ils étaient en inimitié pour un tas d'autres raisons qui n'ont strictement rien à voir avec un comportement fautif aux yeux de la loi. Le reste était sous surveillance,
tiers, et puis un tiers sont sur des fichiers auxquels on n'a jamais eu accès. Ils ne font pas l'objet d'une fiche S, mais pour des raisons qu'on doit encore établir, ils font partie d'un certain nombre de listings qui expliquent que dès lors qu'il y a eu la nécessité de mener des perquisitions, ils ont été visés en premier lieu. Tous ceux pour lesquels on a pu aller en justice ont été innocentés. Et le caractère abusif a été reconnu lorsque c'était possible. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'essaie de regarder pourquoi est-ce qu'ils ont été visés et comment est-ce qu'ils ont été identifiés comme supposés extrémistes ou radicaux, on voit qu'il y a de tout. Le simple port du foulard, pour un voisin, ça a été perçu comme un signe d'extrémisme. Le fait... ça, c'est un dossier qu'on va sortir dans quelques semaines. Au sein de l'éducation nationale, dans certains rectorats, il y avait des listings du personnel supposé musulman. Les enseignants, le personnel administratif. Et on a des remarques qui sont faites. Une telle, après le mois de Ramadan, après le jour de l'Aïd, elle est revenue et elle avait du henné sur les mains. Mais rassurez-vous, elle a aussi ramené des gâteaux. Donc, c'est quand même quelqu'un de sympa. Donc on est rassuré. Un tel, il est parti en Algérie pendant les vacances d'été. Il est revenu avec une légère barbe. On tiendra l'officier de liaison au courant s'il ne la rase pas au mois d'octobre. Et donc ces remarques-là, qui vous paraissent complètement surréalistes, elles sont en train de rentrer dans une pratique de surveillance de masse qui explique que dans les 2 ou 3 dernières années, l'islamophobie, dans sa phénoménologie et dans son idéologie en France, est en train de muter. On connaissait des discours de dévoiement de la notion de laïcité, ou bien un discours identitaire qui dit que être musulman, quelque part, c'est être en contradiction avec les valeurs françaises ou la culture française. On connaissait aussi le recodage du racisme anti-arabe ou du racisme anti-noir en une forme un peu plus, je dirais, acceptable, tolérable dans le discours mainstream. Mais depuis les attaques de Charlie Hebdo et la tuerie de l'Hypercacher, on a eu un jaillissement d'une islamophobie sécuritaire. Et pour répondre à la demande politique de sécurité ou d'action sur la sécurité, eh bien, on a légitimé un certain nombre de mesures qui sont abusives. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce propos introductif, si ce n'est pour vous dire que vous voyez que, 1, l'islamophobie se recompose dans le temps et dans l'espace. 2, le comportement des musulmans, quel qu'il soit, dans leur immense diversité, n'a pas de pouvoir explicatif sur la violence et l'intensité numérique des actes qui les visent. 3, il y a une spécificité française néanmoins, et elle est relativement inquiétante. C'est que pour avoir voyagé pour les besoins de mon travail au CCIF comme à l'OSCE auparavant, que ce soit en Asie centrale, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Amérique du Nord, on va trouver des formes d'islamophobie qui ont une composante identitaire très forte. Et donc elle est identifiée comme du racisme très facilement. C'est l'extrême droite, ou c'est des droites très dures qui ont un discours d'hostilité explicite vis-à-vis des musulmans. On va trouver des formes d'islamophobie sécuritaire, parce qu'il y a des contextes antiterroristes très forts, très lourds, ou que c'est très présent dans l'agenda des gouvernements. C'est vrai notamment en Asie centrale et en Europe de l'Est. Mais notre pays est l'un des très rares où on a une forme d'islamophobie qui se veut civilisatrice, qui se veut ou qui se perçoit comme émancipatrice. Et si on fait un flashback, et je m'arrêterai là-dessus, sur les années 2003-2004, durant lesquelles on a assisté aux discussions autour de la loi dite sur les signes ostentatoires à l'école publique, mais qui est en gros, par abus de langage, la loi sur le foulard, on a vu qu'il y avait un basculement au sein des mouvements de gauche, au sein des courants progressistes de la société, au sein du corps enseignant. Et au fur et à mesure, il y a une idée folle qui a fait son chemin. Et quand on la formule, vous allez réaliser à quel point elle est surréaliste. On va renvoyer des jeunes filles de l'école et on va leur expliquer que c'est pour leur bien. Cette idée, quand on l'écrit sur le papier, et pour la rédaction d'articles ou d'un livre, je l'ai mise sur le papier. Elle n'est pas du tout spontanée dans une société française qui parle, du moins pour ceux d'entre nous qui ont étudié ici, de libre arbitre, de choix personnel, de liberté fondamentale, de confrontation des idées dans le dialogue et la rationalité sereine. Elle n'est pas du tout intuitive et elle n'est pas du tout spontanée, cette idée de l'exclusion comme moyen d'émancipation. D'accord ? Et pourtant,
c'est bien cette idée qui a germé, et la mutation, le recodage du concept de laïcité pour en faire non pas l'espèce de cadre juridique qui permet l'expression plurielle d'opinions et de religions qui sont très différentes dans un espace commun, mais l'espèce de mot recodé pour dire, au bout du compte, une censure de l'expression religieuse, obnubilée, surreprésentée, obsédées par la visibilité notamment des musulmans, mais surtout des musulmanes, puisqu'elles sont en fait l'espèce de curseur, l'espèce de nexus sur lequel s'accumulent la plupart des discours islamophobes aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos très parlants dont je retire notamment, si j'ai bien compris, qu'en France, en fait, l'islamophobie en dit davantage sur l'islamophobe que sur la victime de l'islamophobie. Donc, ce sont les islamophobes sur lesquels il convient de s'interroger, et en particulier ceux parmi eux qui font circuler les idées islamophobes, à savoir, bien sûr, les médias. Je pense qu'Alain Grèche va pouvoir donc utilement embrayer sur les propos de Marouane à ce sujet. Bien, merci. Je vais essayer de parler un peu de la manière dont les médias évoquent les questions de l'islam. C'est un peu globalisant, c'est-à-dire, c'est évident, il y a des médias très différents, il y a la télé, il y a la radio, il y a les journaux, que tous ne représentent pas du tout la même orientation et que vous pouvez avoir des choses très différentes. Mais moi, ce qui me frappe, disons, dans les 30 dernières années, c'est comment petit à petit s'est construit une vision de l'islam comme grille d'analyse de toute une série de problèmes à la fois internationaux et nationaux. C'est-à-dire que on a commencé à essayer de comprendre dans les médias le monde à travers la question de l'islam. Et c'est d'autant plus dangereux que c'est une explication extrêmement simple. Vous savez, des fois, quand vous parlez du journal télévisé, quand vous parlez d'un sujet qui touche les musulmans, c'est 2 minutes. Et l'islam offre, c'est vrai, une vue très explicatrice et simplificatrice de toute une série de réalités. Et petit à petit, on a fait de cet islam l'explication du monde. J'ai un souvenir assez précis de l'attaque de septembre 2001 contre les Twin Towers et contre le Pentagone. Et en France, juste après, il y a eu... vous ne pouviez plus trouver le Coran dans les librairies. Et dans un premier temps, franchement, ma première réaction était plutôt positive, de dire, bon, au moins les gens essaient de se renseigner. Après, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qu'ils pensent trouver dans le Coran les explications de ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, vous avez ça à la fois sur le plan international et le plan national. C'est-à-dire, de plus en plus, vous voyez, on vide les problèmes nationaux et internationaux de tout contexte économique, social, géopolitique, avec des alliances frappantes, pour vous envoyer l'islam comme une grille d'analyse, et qui, effectivement, est simple. Et en même temps qu'il y a une espèce de... Dans un monde qui, depuis la fin de la guerre froide, on n'arrive plus à expliquer vers où il va, voilà une explication qui est simple. C'est vraiment simple. Et en plus, ça m'avait frappé une fois, j'avais vu un journal télévisé, ils avaient abordé en 3 minutes, en 4 minutes pour les 3 sujets, parce que c'est le temps moyen, un incident dans une banlieue, je ne sais plus lequel, la guerre en Irak et, je ne sais plus, quoi que ce soit d'autre, mais les 3 étaient liés à l'islam. Il n'y avait pas de liaison, mais quand vous regardiez ça, vous disiez, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui se passe dans nos banlieues, c'est ce qui se passe en Afghanistan, et il y a cette espèce de simplification. Et ça m'avait pensé que j'avais lu... Edouard Saïd a écrit dans son bouquin le plus célèbre, c'est l'orientalisme, il a écrit un bouquin sur les médias et l'islam qui a eu moins
moins de retentissement. Il a été traduit en français, mais il n'a pas eu le retentissement qu'a eu l'orientalisme. Mais il disait, en fait, ce mot, quand on prononce le mot islam, on a l'impression qu'on peut expliquer la réalité de 57 pays avec des centaines de millions de gens qui chacun vivent de manière extrêmement différente et de leur apposer une espèce d'étiquette islam qui permette de les comprendre. Et islam, ça veut dire Coran, ça veut dire un livre, je dirais paradoxalement comme pensent les musulmans, immuable, qui permet d'expliquer tout le monde et qui permet d'expliquer ce qui se passe et qui permet d'expliquer le comportement des gens. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux parce que dans un système qui est marqué par, je dirais, la rapidité des médias, par le rôle des images, par vous êtes dans un système où on est en noir et blanc. Et vous offrez quelque chose aux gens qui regardent et qui voient ça. Ils se disent, oui, on comprend. Et s'il y a un problème dans une banlieue, y compris avec un salafiste, c'est forcément lié à ce qui se passe en Irak, c'est forcément lié, etc. Et vous savez, Édouard Saïd, dans son bouquin sur l'orientalisme, la thèse centrale résumée, c'est l'Orient est une création de l'Occident. Et de temps en temps, j'ai envie de dire l'islam est une création de l'Occident. C'est l'islam tel que nous le voyons, c'est une création fantasmatique. C'est-à-dire comme quelque chose de totalement unifié, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, que Gilbert a signalé. Il y a des organisations musulmanes extrémistes très différentes qui utilisent la religion. Il y a des lectures très différentes de la religion. Mais ce qu'on comprend facilement bien que le christianisme ne pèse pas de la même manière, que dans l'Église catholique, qui est pourtant une Église unifiée avec un pape, on peut avoir la théologie de la libération comme Monseigneur Lefebvre et les extrémistes. On n'arrive pas du tout à le comprendre pour les musulmans. Pas forcément idéologiquement, mais les gens vivent. C'est évident que pour qui a voyagé, je ne sais pas, en Afrique ou, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, Yémen, etc. Les gens ne vivent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes approches, etc. Et quand on passe à la politique, là aussi, on n'est pas dans une simplification. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a des guerres entre des pays musulmans et que le monde musulman non plus, ce n'est pas seulement des guerres entre sunnites et chiites. Aujourd'hui, vous avez le Qatar qui se rapproche de l'Iran. Vous avez des organisations palestiniennes sunnites, entre guillemets, qui s'allient avec l'Iran, etc., etc. Donc, je dirais que la prédominance de cette vision de l'islam, c'est aussi malheureusement la paresse du système médiatique, qui fonctionne sur la simplification. Et en partie sur l'ignorance, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que quand vous êtes un journaliste à la télé et que vous devez couvrir 15 problèmes, tout ça, il y a toute une série de choses qui demanderaient du travail et vous n'avez pas le temps de le faire. Et donc, c'est tellement facile de prendre cette grille d'analyse qu'elle prédomine sans que les gens aient du tout l'impression d'être idéologiques. Ils n'ont pas l'impression du tout. Ils ont l'impression de dire, entre guillemets, la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que sur la question de l'islam. Hein. C'est le problème du fonctionnement de nos sociétés médiatiques aujourd'hui. Donc, je crois que ça, c'est effectivement un fonctionnement qui est dangereux. En même temps, évidemment, on peut le combattre. Il y a des journaux qui le font, il y a les réseaux sociaux qui peuvent être un élément contre, etc. Mais ce n'est quand même pas très facile. En même temps, parce que vous avez une réalité alors ça, c'est plutôt en France, moi, ça me frappe, du corps des journalistes. C'est-à-dire, les journalistes, ils sont formés globalement dans les écoles de journalisme, c'est-à-dire ils ont Bac+8. Bac+8, pour faire Bac+8, globalement, vous n'êtes pas pauvre, vous venez pas des quartiers populaires, et je dirais, vous êtes coupé d'une partie de la réalité. Et je vais terminer là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long. En 2005, au moment des émeutes de banlieue, j'avais discuté avec un certain nombre de journalistes qui devaient aller en banlieue. Je vous promets, ils avaient plus peur d'aller en banlieue que d'aller en Afghanistan. Parce que c'était un monde qu'ils ignoraient. Et donc, je dirais eux-mêmes, c'est-à-dire, c'était pas qu'ils étaient mal intentionnés ou qu'ils étaient
ils n'étaient pas racistes, ils étaient pas... Mais c'était un monde qui leur faisait peur, parce que finalement, eux-mêmes, ils le voient à travers l'image qu'eux-mêmes ont créée, enfin, que le système médiatique a créé. Et ça, c'est effectivement très dangereux. Donc, je termine en disant, le problème pour le monde musulman, c'est pas de dire... Des fois, les gens me disent... est-ce que l'islam est pour la paix ou l'islam est pour la guerre? C'est des questions qui, pour moi, en tous les cas, pour moi, n'ont aucun sens. Je ne pense pas que l'islam soit une religion de paix, mais je ne pense pas que l'islam soit une religion de guerre. Je pense que ça dépend des musulmans, ça dépend des organisations, ça dépend d'eux, etc. Puis ça dépend de ce que chacun dit de l'islam. Olivier Roy a une formule qui, moi, m'a toujours plu. Je sais que pour un musulman, ça peut être plus difficile. Il dit, le Coran dit ce que les musulmans disent qu'il dit. C'est-à-dire que on sait qu'à travers l'histoire, il y a eu des interprétations très différentes. Je donne un exemple, je vous promets, je termine. En Égypte, en 1950, les femmes égyptiennes descendent dans la rue pour demander le droit de vote. Il n'y a pas le droit de vote. El-Azhar fait une fatwa en disant c'est contraire à la religion. 10 ans après, les femmes votent. Voilà. Est-ce que pour moi, la question ne se pose pas est-ce que le Coran pense que les femmes doivent voter ou non? C'est la réalité qui change, ce n'est pas dans les textes. Il n'y a pas des textes immobiles comme ça, il y a des interprétations. Elles peuvent être à un moment, et je pense qu'aujourd'hui, en partie à la suite de 30 ou 40 ans d'exportation du wahhabisme, il y a des interprétations particulièrement réactionnaires, mais ce n'est pas inscrit dans les textes, c'est inscrit dans les évolutions politiques, dans les évolutions sociales, et je pense que c'est ça que les médias devraient mettre en avant. Merci. Merci Alain d'avoir replacé cette question dans l'historicité, bien sûr. Donc, l'islamophobie n'est pas le même partout et toujours. Ce qui est frappant dans les propos des 4 orateurs, c'est, me semble-t-il, la question épineuse, en France en tout cas, de ce que on a appelé l'islamophobie savante, entre guillemets, bien sûr, c'est-à-dire les intellectuels qui sont persuadés qu'ils sont là pour faire le bien des musulmans, donc ils leur apportent la lumière, qui les civilise, qui les émancipe grâce à cette islamophobie qui pour eux n'en est pas une, mais au contraire donc leur apporte ce que finalement du temps de la colonisation on était supposé aussi apporter au peuple qu'on colonisait. Donc pour relancer le débat, je vais peut-être commencer par demander donc si cet état d'esprit que vous avez dénoncé, donc les uns et les autres, est une simple duplication donc de notre expérience algérienne. Donc, est-ce que les spécificités de l'islamophobie en France par rapport à d'autres pays ne sont pas tout simplement dans la psyché, en tout cas dans l'inconscient français, une nouvelle et peut-être ultime, j'espère, résurgence de l'expérience algérienne? Qui est-ce qui pourrait dire un mot là-dessus? On sent bien au travers des débats que la question algérienne, la question de la décolonisation est restée tabou, et est tabou encore une fois. Et comme vous le disiez si bien, on a colonisé par mission civilisatrice, et on a effectivement l'impression qu'on réplique un peu cette mission civilisatrice à l'égard de peuples dotés de normes et de valeurs inférieures, que l'on perçoit comme inférieures. Et c'est pour ça que j'avais notamment utilisé cette expression d'islamophobie savante, où des pseudo-intellectuels nous disent « Ah bah oui, mais c'est un combat de valeurs, ces gens-là se perdent, ces gens-là ont besoin qu'on les ramène vers l'universalité. » Donc on crée réellement une dichotomie entre le musulman imaginaire, vraiment il y a une image... voilà, une image complètement dévoyée du musulman, ou des musulmans, je dirais, parce qu'il y a aussi une diversité parmi les musulmans qu'il est important de noter. Mais c'est vrai que l'on a ce sentiment qu'il y a un présupposé, une sorte de complexe de supériorité à l'égard des musulmans et de leur, des soi-disant valeurs dérogatoires aux normes universelles. Voilà.
Par rapport à votre question, oui, je crois qu'il y a certainement une spécificité française dans ce domaine qui est en rapport avec l'histoire. Pas tant celle de la guerre d'Algérie, d'ailleurs ça remonte à plus loin. Je crois qu'il y a une forme effectivement de mentalité coloniale française qui remonte à l'époque de la Troisième République, qui est très spéciale, très spécifique et qui fait d'ailleurs une différence entre le colonialisme britannique par exemple et le colonialisme français. C'est cette tendance du colonialisme français à essayer d'écraser, d'effacer les cultures des pays colonisés. Là-dessus, il y a un rapport différent qu'ont pu avoir les Anglais avec les pays qu'ils ont conquis. C'est pas pour dire du bien du colonialisme anglais, mais je veux dire sur le plan culturel, il y a cette différence. Bon, et je crois qu'on ressent bien ça dans cette islamophobie que vous avez décrite comme savante ou plutôt comme islamophobie à prétention civilisatrice qui se réclame d'idéaux que nous pouvons d'ailleurs partager par ailleurs, mais qui sont utilisés à mauvais escient parce que comme dans toute démarche où l'on globalise, comme un peu ce qu'Alain a essayé d'expliquer. Je pense que pour la France, il y a effectivement un problème du rapport à l'Algérie qui est particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de racisme. Il y a un opposant noir américain qui est venu se réfugier en France, qui s'appelait James Baldwin. Je ne sais pas, certains ont vu le film qui s'appelle I'm Not Your Negro. Il raconte une anecdote qui date des années 50, je crois que c'est le début de la guerre d'Algérie. Lui, il est reçu sans aucun problème dans les milieux intellectuels français, de la gauche, il est bien reçu, etc. Et il assiste à un contrôle policier d'Algériens. Et il est frappé par l'absence de réaction de ses amis qui l'ont accueilli comme noirs américains, donc on ne peut pas dire qu'ils sont racistes, tout ça, et qui pourtant, parce que c'est l'Algérie, parce que c'est les Arabes, parce que c'est des musulmans, il y a quelque chose de spécial. Je pense que ça pèse, ce n'est pas la seule raison, parce qu'il y a effectivement de l'islamophobie ailleurs, mais il y a quelque chose de particulier. Et puis, il y a une autre chose qui est quand même particulière, enfin, on l'a vu dans tous les débats à partir de 2003-2004, c'est la manière dont une partie de la gauche, qui se considère réellement et en partie à juste titre, c'est-à-dire antiraciste, etc., à partir d'arguments qui touchaient à la laïcité ou à l'égalité homme-femme, a complètement pris des positions réellement islamophobes. C'est-à-dire, c'est la laïcité. Moi, ça a été frappant de cette période, parce que brusquement, la laïcité a changé de contenu, sans que les gens s'en rendent compte d'ailleurs. C'est la laïcité qui est la neutralité de l'État, auquel on est attaché, on ne veut pas que les religions s'ingèrent dans les affaires, est devenue brusquement la neutralité des citoyens. Et puis il y a eu l'aspect égalité homme-femme. Là, la gauche française, qui n'a jamais été vraiment une pionnière dans la question d'égalité homme-femme, brusquement s'est découvert la championne de l'égalité homme-femme. Il faut noter d'ailleurs que c'est la droite aussi. C'est la droite qui était anti-laïque historiquement, et plutôt avec l'idée les femmes, oui, elles peuvent s'émanciper, mais pas trop, est devenue aussi, à travers ce débat sur l'islam, une défenseur de ces valeurs. Mais c'est sûr, enfin, que la question coloniale pèse et qu'on sent bien qu'elle n'est pas réglée. C'est quand même frappant. J'ai relu récemment des choses sur la guerre d'Algérie. Le premier article qui est paru sur la torture en France, c'est France Observateur, je crois que c'était Claude Bourdet. Donc la guerre commence novembre 54, février 55. Et tous les 10 ans, nous découvrons qu'on a torturé en Algérie. C'est comme si ça ne s'imprimait pas. C'est-à-dire, on avait beau dire que la torture a été systématique, etc. Il y a sur cette question algérienne quand même un obstacle qu'on a du mal à surmonter. Pour répondre à la question de la colonialité liée à l'idée même d'islamophobie,
il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est la genèse même du concept. La genèse du concept d'islamophobie est coloniale. Le premier souci, c'était des administrateurs coloniaux. Et ils étaient en train de discuter, donc ils étaient dans des régions contrôlées par la France. Et ils s'inquiétaient du fait que un comportement islamophobe, donc qui serait hostile à des tribus de confession musulmane, ou islamophile, donc qui serait favorable à ces tribus-là, déséquilibrerait les relations qu'ils entretiennent avec les autres tribus, dans un sens négatif comme positif. Et ils étaient inquiets d'abord et avant tout de la stabilité du pouvoir colonial. Donc traiter trop favorablement les musulmans ou de manière trop ostensiblement hostile, c'était quelque chose qui aurait mis en danger cet équilibre-là. Mais plus profondément encore, la colonialité, c'est de contrôler, d'accord, et de pouvoir donner des ordres à une population, contrôler un espace, contrôler une population. Et si vous réfléchissez, ces deux piliers, le contrôle et l'injonction, c'est quelque chose qui définit la relation du gouvernement et des autorités françaises avec les communautés musulmanes de manière constante et stable dans le temps. C'est-à-dire que l'injonction de dire aux musulmans la manière dont ils doivent s'habiller, la manière dont ils doivent manger, la manière dont ils doivent se comporter, les modalités acceptables de leurs pratiques religieuses. Ça, c'est de l'injonction. Et dans le même temps, du contrôle. On a besoin de contrôler dans les deux sens du terme. Le contrôle au sens de régulation, d'accord, et puis le contrôle au sens de surveillance. Être au courant. Et au niveau local, donc les autorités locales, préfectures, mairies, ou au niveau national, ministère de l'Intérieur, la relation aux communautés musulmanes est sans cesse dictée par ça. Que ce soit la genèse du CFCM ou les relations qu'entretiennent les autorités encore aujourd'hui avec les mosquées, avec les associations culturelles et culturelles musulmanes partout en France, c'est tout le temps ces deux modalités qui reviennent. Le CFCM, il y a une première genèse, une gestation avec Chevènement, et puis il y a un Nicolas Sarkozy qui arrive et qui impose à des responsables associatifs musulmans autour de la table, voilà ce qu'on va créer aujourd'hui, et voilà comment on va le créer, et on va vous expliquer, monsieur est là et monsieur est là, pour vous expliquer comment vous allez vous y prendre. Jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à il y a 1 an et demi, il y a des responsables et des membres du CFCM qui m'expliquent que dans leur réunion, il y a un monsieur du ministère de l'Intérieur qui siège. Des fois, il prend des notes, d'autres fois, il fait des petits conseils, des petites recommandations. Tiens, ce serait bien que dans la prière du vendredi, vous disiez ceci ou vous disiez cela. D'accord ? Il y a des gens qu'on a dû assister. Ils ont été, par exemple, il y a le cas d'un réfugié palestinien. Il ne parle pas français. Mais il était réfugié. Il avait le statut de réfugié. Et à un moment donné, il a été approché. Et comme il est palestinien, qu'il est réfugié, qu'il ne parle pas français, dans la mosquée où il allait prier, les gens l'aidaient, le prenaient en charge. Ils avaient beaucoup de sympathie pour lui. En tout cas, ils avaient un a priori très positif vis-à-vis de lui, un a priori de confiance vis-à-vis de lui. Donc les services de renseignement l'ont approché, ils lui ont dit voilà, tu vas nous renseigner sur ce qui se passe dans la mosquée. D'accord. Il a refusé. Il a dit moi, je ne suis pas là pour ça, je suis pharmacien. Je veux soit travailler, soit maintenir mon statut de réfugié, soit étudier. Mais je ne peux pas. C'est pas pour ça que je vais à la mosquée. Et j'ai fui une forme d'oppression. Ce n'est pas pour en retrouver une autre. Donc, il refuse de se soumettre à l'injonction d'aller contrôler les autres, d'aller surveiller les autres. Et à partir de ce moment-là, on lui fait sauter son statut de réfugié. On le dépayse, on l'emmène de cet endroit-là à un endroit complètement isolé. Comme il est complètement isolé et assigné à résidence, il doit aller pointer 3 fois par jour et on lui fait venir des repas qu'il ne peut pas manger pour l'humilier encore plus et on le met sous pression pendant des mois comme ça jusqu'à ce que le CCIF intervienne et que une partie des sanctions soit levée. Mais vous voyez cette volonté délibérée et constante d'être dans le contrôle et l'injonction, parce qu'au bout du compte, la notion d'égalité, lorsqu'elle prend des formes réelles, lorsqu'elle est une notion abstraite affichée sur le fronton des mairies, ça c'est un principe qu'on est prêt à assumer, encore plus lorsqu'on est en milieu autorisé. Mais lorsque cette égalité transposée dans le réel commande au bout du compte un rebattage des cartes du pouvoir, dit que Farid a la même potentialité que Fabienne ici de présider,
aux responsabilités, d'avoir un pouvoir, d'avoir un rôle de représentation au niveau local, voire national, ça dit quelque chose et ça dit que le gâteau du pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique, en termes de représentation, en termes culturels, eh bien ce pouvoir-là, il est à redistribuer d'une manière différente. Et ça, c'est l'hostilité à ça, c'est la définition même du conservatisme. Donc il y a une raison parfois émotionnelle, il y a une raison politique, il y a des raisons idéologiques, il y a des raisons claires et objectives, utilitaires à ce contrôle qui a été constant. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, la recomposition du milieu antiraciste, elle change cette donne-là, parce qu'elle dit que dans la lutte contre la négrophobie, dans la lutte contre l'antisémitisme, dans la lutte contre le racisme anti-rom, dans la lutte contre l'islamophobie, ça peut se faire avec des gens qui sont très différents les uns les autres, mais ça peut jamais se faire en dépossédant les premiers et les premières concernés de leurs paroles et des moyens de leur lutte. Et ça, c'est nouveau. Voilà. Merci. Bon, maintenant, c'est au public de jouer. Alors, qui ouvre le feu pour le débat? Oui, allez-y. Une question, une remarque, surtout à vous. Mohamed Marwan, c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir fait la marche des beurs. Donc, c'était pas au nom de l'islamophobie, c'était au nom du racisme. Moi, je me suis posé la question à quel moment ce concept est arrivé. Parce qu'il est récent. Donc, il faut se poser la question, pourquoi ? Donc, à un moment donné, à partir de 1990-95, les événements Algérie, le terrorisme qui est arrivé en France. Ensuite, on a eu l'affaire de Creil. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première affaire de Foulard. On a eu un certain nombre d'autres affaires, puis 2001, puis de plus en plus d'attentats, de plus en plus. Donc, l'islam, au nom de l'islam, ces choses-là ont été faites au nom de l'islam. La société française a pris peur, d'une certaine façon. Est-ce que les musulmans vont nous imposer leurs règles? Donc, progressivement, il y a ceux qui étaient anti-arabes, l'anti-bougnoul, les ratonnades, commencent à prendre une autre forme. C'est celui de l'islamophobie. Et donc, si vous voulez, depuis tout à l'heure, je vous entends parler de l'islamophobie, mais pas du tout de racisme anti-arabe. Donc, il faut replacer les choses. Et ce concept, c'est un fait, il existe, je ne le nie pas. Il a pris cette forme-là, malheureusement. Mais on est dans une autre forme de racisme aujourd'hui, qui est l'islamophobie, mais c'est le même. Hein. Alors, racisme et islamophobie. Marwan Mohamed. Alors, pour vous répondre le plus simplement possible, on a des périodes. D'abord, ce qu'on a, c'est dès les années 80, on a bien sûr du racisme anti-arabe qui est présent, qui est largement présent. Et puis on a aussi les prémices d'une forme qui va viser les personnes et qui va les problématiser, ces Arabes et ces Noirs, à partir de leur religion supposée. C'est le cas lors des mouvements sociaux chez PSA, où on parle d'émeutes et de révoltes et de soulèvements en fait, des ayatollahs. On a recours à leur religion supposée. On invoque des revendications qui auraient trait à leur religion et ainsi de suite. Et ça va rester présent. Ça ne va pas être dominant, mais ça va rester présent au long des années 80 et 90. Et puis, il y a deux choses qui vont se passer. Des choses qui sont contextuelles et d'autres qui sont beaucoup plus structurelles. Ce qui est structurel, c'est que en fait, il y a une génération d'arabo-musulmans, de noirs musulmans, de gens des quartiers populaires qui va grandir dans les années 80, qui va tirer les leçons aussi de la marche dite des beurs, y compris dans les mobilisations politiques et sociales auxquelles ils vont participer. Et puis, ils se sont ancrés dans la société française. Donc, ils ont admis l'idée, ils ont conçu l'idée, ou ils ont abandonné l'idée de leurs parents qu'ils étaient là juste pour quelques années et ils allaient rentrer au pays d'origine. Donc il y avait dès lors, y compris dans la pratique religieuse, une forme d'émancipation, une forme d'accomplissement, en disant voilà, moi je suis ici chez moi, ça veut dire faire des études, ça veut dire m'insérer dans le contexte sociopolitique dans lequel je vis, ça veut aussi dire, si je crois en quelque chose, de me réaliser dans cette dimension spirituelle également, sans être complexé de ça. Donc il y a eu aussi une visibilisation de cette pratique à mesure qu'elle s'ancrait, ça c'est structurel. Et un élément contextuel par contre, c'est que
parce que le discours antiraciste se centrait sur l'extrême droite à travers des expressions typiques qu'on dénonçait de sale arabe, de sale noir, de retourne dans ton pays, le Front National a recodé son langage. Et il a recodé ses modes d'action. Ça s'est fait par certains aspects sous l'impulsion de Maigret, ça s'est fait par d'autres aspects avec le recodage de la laïcité. Et très tôt, le Front National y a vu une aubaine en évoluant d'un discours antisémite et explicitement raciste vers un discours réactionnaire, néoconservateur sur les questions internationales, et en même temps islamophobe sous couvert de laïcité, de droits des femmes, de liberté d'expression. Le Front National n'a jamais été autant pour le bien-être des animaux que depuis qu'il a un moyen d'y problématiser les musulmans. Le Front National n'a jamais été autant pour l'égalité homme-femme que depuis qu'il y trouve un moyen d'y problématiser les musulmans. Donc vous avez raison de dire qu'il y a un recodage massif d'une forme de racisme anti-arabe préexistant. Sauf que l'islamophobie a une vie qui lui est propre. Et ce qui avait été opéré pour des raisons tactiques et stratégiques de normalisation du discours du Front National a une vie qui lui est devenue propre. Donc quand aujourd'hui on va viser des personnes qui sont blanches de peau, parfois même qui ne portent ni barbe ni foulard, mais dont on suppose qu'il ou elle est musulmane, le racisme a fait sa mue partielle en se recodant en islamophobie. Et donc du coup aujourd'hui on a les deux formes d'intolérance et de racisme qui subsistent. Et c'est pour ça que certaines d'entre elles, on les qualifie d'intersectionnelles dans plein de dimensions différentes. Intersectionnelles, ça veut dire que une personne peut être visée parce que femme, parce que noire, parce que musulmane, parce que issue des quartiers populaires, et que l'ensemble de ces motivations dans le passage à l'acte de discrimination ou de violence raciste, c'est très compliqué de les dissocier les unes des autres. De la même manière, on peut être visé parce que arabe et parce que musulman, et sans que l'un soit à l'exclusion de l'autre dans les motivations du passage à l'acte. Voilà. Petite remarque que je laisse. Oui, non, mais on va continuer. Non, pas un dialogue. Non, juste une petite remarque. Écoutez, je passerai la parole à d'autres personnes après, mais vous avez déjà parlé. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non. Donc maintenant, c'est Gilbert Ascar qui va ajouter. Non, je voulais dire. Bon, évidemment, on peut étudier des formes de recodage, etc. Mais je crois que réduire le passage du racisme à l'islamophobie à des stratégies du Front National, je crois que c'est très réducteur. S'il y a changement stratégique du côté du Front National, c'est parce qu'il y a une réalité qui a changé, c'est pas l'inverse. Bon. Et cette réalité, elle est beaucoup plus générale que cela. C'est le fait que sur fond de virage, de transformation néolibérale à l'échelle mondiale, de démantèlement des protections sociales, de précarisation de la société, on a vu une montée de la religion, ce que Keppel avait appelé à l'époque la revanche de Dieu. Bon, c'est un phénomène, et depuis les années 80, on a une montée des formes de religiosité et des intégrismes, dans tous les intégrismes, juifs, chrétiens, musulmans, hindous, etc. Donc, il y a ce phénomène-là. Et ce phénomène-là va s'accompagner donc d'un changement de cap. Si vous remontez quelques décennies en arrière, les gens n'étaient pas définis comme musulmans. Ils étaient définis effectivement comme arabes, comme algériens, comme africains, comme etc. Aujourd'hui, la distinction clé, le clivage clé, c'est devenu la religion. Au point que parmi, deux noirs africains, on fera la distinction entre le chrétien et le musulman, ce qui était absolument pas le cas il y a quelques décennies où c'était des noirs et qu'il y avait un racisme anti-noir. Donc il y a un changement d'époque, si l'on veut, à ce niveau-là, qui est à la racine de cela. Et puis il y a le fait qu'est apparu que, si vous voulez, dans le monde musulman, les forces perçues politiquement comme étant anti-occidentales ont radicalement changé. À l'époque où Nasser était qualifié d'Hitler et quand la France faisait l'expédition de Suez, il n'y avait pas d'islamophobie parce que Nasser n'était pas perçu comme un musulman, même s'il était un musulman pratiquant, mais il n'était pas perçu en tant que tel. Et ses pires ennemis
était, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, le royaume saoudien, grand allié de l'Occident. Donc il y avait une situation complètement différente. Avec la révolution iranienne, qui est la première apparition d'un pouvoir qui se dit musulman, qui se dit islamique, intégriste, et qui est anti-occidental. Et puis la radicalisation de certaines franges de l'intégrisme sunnite qui va donner Al-Qaïda et tout le reste, là va se créer un climat nouveau sur fond de montée de la religion en général. Et c'est le fondement et c'est pour ça qu'émerge ce qu'on appelle islamophobie, qui est effectivement quelque chose qui vise la religion, pas la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Hein. C'est nouveau et c'est pour ça le concept est justifié, hein, même s'il ne faut pas le mettre à toutes les autres. Alors je dirais d'ailleurs sur ce concept, il a deux contenus. Parce que dans le terme, le mot phobie est ambigu. Il y a la peur de l'islam, il y a la haine de l'islam. L'islamophobie au sens le plus strict, si vous voulez, enfin au sens politique, ce dont on parle le plus, c'est la haine de l'islam, les discours de haine contre l'islam, contre les musulmans. Mais vous avez aussi une peur de l'islam qu'il faut comprendre sans la justifier. Mais quand vous avez des attentats, comme tous les attentats qu'on a eus depuis le 11 septembre jusqu'à Nice, etc., on ne peut pas quand même blâmer les gens d'avoir cette peur soudain de croire que la langue arabe c'est une langue terroriste, au point que vous avez eu des gens qui se font sortir d'avion parce qu'ils lisent des choses en arabe. Enfin, c'est bon, on en est arrivé à cela. Mais ça, c'est une hantise extrême qui, malheureusement, est le produit aussi d'une ignorance et de médias qui ne jouent pas le rôle qu'ils devraient, hein, dans cet amalgame qui a été créé, un amalgame qui remonte au fait de... Enfin, même dans ce terme que moi, je n'ai jamais utilisé pour ma part d'islamisme, hein, c'est un terme dangereux depuis le départ, parce que c'est un terme qui fait l'amalgame. Hein, qui combine les deux. D'ailleurs, ce qu'on regardait dans les dictionnaires, bien que l'islamisme, il y a quelques décennies, ça voulait dire islam. C'était un autre nom de l'islam. Ce terme est très mauvais. Moi, j'ai toujours parlé d'intégrisme islamique pour désigner ce que je veux désigner, parce que le terme intégrisme est un terme générique, parce qu'il y a un intégrisme protestant, catholique, juif, etc. Ce n'est pas une spécialité, une exclusivité de l'islam. Donc, et malheureusement, ce discours d'amalgame, il est complètement dominant dans les médias, même s'il y a quelques tentatives de faire autrement. Mais enfin, quand on regarde les médias, même sans être musulman, c'est absolument choquant. Moi, j'ai vécu 20 ans en France. J'en pouvais plus. Les âneries qui sont dites sur l'islam et tout cela sont incroyables. Bon, il y a cela et ça fait partie de ce tout. Ça contribue à alimenter cette islamophobie dans les deux sens et notamment dans ce sens le plus répandu, celui de la peur, celui de la hantise. On prend d'autres questions. Essayez d'être, bien sûr, le plus succinct possible. Donc, l'islamophobie en tant que bouc émissaire de nos peurs. Oui, allez-y, madame. Oui, je voulais vous remercier, monsieur le dernier orateur, d'avoir remis les choses un peu en ordre, parce que effectivement, l'islamophobie et le racisme, c'est pas la même chose. Je suis désolée, mais c'est pas la même chose. Et en plus, est-ce que, en plus de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette peur qui est montée parce que les attentats se font au nom de l'islam, donc tout le monde se dit ah bon, est-ce que c'est dans l'islam? Enfin, je suis d'accord que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais il y a quand même cette idée, s'il y a des gens qui font des choses pareilles au nom de l'islam, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui ne va pas dans l'islam. Et comme on n'a pas forcément le courage d'aller lire le Coran de A à Z, enfin, c'est très compliqué. Donc c'est trop simple. Enfin, je trouve depuis tout à l'heure, je suis un peu choquée de faire une espèce de dire c'est pas bien parce qu'il n'y a aucun problème. Si, il y a un problème, il y a des problèmes quand même. Et par exemple, moi je suis peut-être islamophobe, après tout, qui sait, c'est possible. Mais je veux dire, le fait de le statut des femmes ou le fait de pouvoir, de la confusion dans la plupart quand même des pays musulmans entre pouvoir et religion, ben, ça pose quand même un problème par rapport à, comment dirais-je, à partir du moment où on a cette espèce d'excès, disons, dans le monde actuellement
de ce que vous venez de rappeler, et je vous en remercie, l'intégrisme musulman. Il n'y a pas que chez les musulmans qu'il y a de l'intégrisme, mais en ce moment, l'intégrisme qui fait du mal un peu partout, c'est l'intégrisme musulman, d'où effectivement cette difficulté de se dire non, il n'y a pas de problème, et de finir par trouver que finalement, la religion n'a rien à voir là-dedans. Je trouve que c'est un peu simpliste, là, ce qui s'est dit depuis le début. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué. Voilà. Bon. Je demanderai aux prochaines personnes de poser des questions plus tôt, mais je passe la parole à Salima Dalibé d'abord. Merci. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'on justifie la peur de l'islam. On se dit, bah oui, j'ai peur de l'islam et des musulmans parce que les attentats sont commis au nom de l'islam. Mais la majorité des victimes de ces attentats sont des musulmans aussi. Ça, c'est une chose à dire. À ce moment-là, si on peut rester aussi sur la sémantique et juste le nominalisme, l'homophobie, c'est quoi ? Avoir une peur des homosexuels? Non, je veux dire, ça regroupe quand même un phénomène beaucoup plus latent, beaucoup plus pernicieux, et il faut le noter, Et ce qui est choquant aussi, c'est de faire tout le temps référence à l'étranger. On parle d'islamophobie ici en France, par exemple, on expose des cas, et on a une grille de lecture qui est toujours reliée à l'étranger, à la situation géopolitique. Et c'est une vraie problématique aussi, parce que là, on parle du quotidien de gens, d'individus qui souffrent de discrimination. La prochaine question. Alors, une question, s'il vous plaît, plutôt qu'un commentaire. C'était... Il y avait monsieur. Merci. J'ai une question, peut-être plus pour monsieur Mohamed Marouane. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une dynamique au niveau du racisme qui permet ces dynamiques de changement, tout en ayant une continuité? Je m'explique, c'est que le racisme, au début, comment il s'est construit, etc., avec le développement de l'esclavage, pour justifier les différences entre les différentes, si vous voulez, peuples et ethnies. Ce qui est, après, je ne vais pas faire les 5 siècles, mais disons, à un moment donné, c'était plus possible de parler qu'une race, il y avait des races avec des infériorités, c'était plus possible, il y a maintenant un peu moins, en tout cas, de parler d'un racisme anti-arabe dans le sens ethnique. Et qu'aujourd'hui, l'islamophobie prend surtout le temps sur la question de la culture. C'est-à-dire, on n'est pas contre les musulmans ou on n'est pas contre les arabes, mais on est contre une certaine culture. Ça veut dire, et on revient à la question du bon et du méchant musulman, mais sur une base culturelle. Mais il y a une continuité totale, disons. Ça veut dire, on peut faire ce qu'on veut, mais du moment que si on peut, par exemple, on est français et on porte le voile, il y aura quand même une islamophobie et un racisme rampant avec des conséquences qui ne sont pas simplement limitées à des questions sociales ou d'intégration. Je veux dire, même si le terme d'intégration est très mauvais dans tous les sens du terme, disons, mais il y a une continuité du racisme. C'est simplement qu'il change sous ses formes, etc. Et l'islamophobie, pour moi, est dans cette continuité d'un racisme d'État en France qui prend ses sources dans le colonialisme et autres. Mais il y a une continuité. Est-ce que vous ne pensez pas dans ce terme? Et puis aussi, il y a un changement, je pense, avec le 11 septembre, où, par exemple, au niveau... il y avait des sondages avant 2001 en France, et même d'ailleurs, j'habite en Suisse, mais avant 2001, la construction d'une mosquée ne posait pas problème à la majorité des citoyens de ces deux pays. Après 2001, il y a une grosse différence. Et là, je pense qu'il y a aussi, au-delà du racisme d'État, et bon, au niveau des médias, je ne pense pas qu'on peut simplement dire qu'il y a un manque de temps, de fainéantisme, etc. Par exemple, un des derniers événements marquants, c'est aux États-Unis, on parle de confrontation lorsqu'une manifestation d'extrême droite, d'intégrisme chrétien, tue une syndicaliste. On parle de confrontation, une manifestation, c'est mal passé. En France, on parle de terrorisme islamiste direct. Bon, terrorisme islamiste, il faudra expliquer aussi, mais il y a au-delà de ça. Donc il y a une construction de ce fait. Donc est-ce qu'il y a une possibilité, une continuité, mais il n'y a pas seulement une fainéantise, il y a une construction de l'autre, essentialiste, etc., qui pose vraiment problème. Et de la même manière que quand Bush dit j'ai envahi l'Irak parce qu'on m'a dit dans un rêve, Dieu m'a dit dans un rêve, on n'a pas à aller expliquer ça selon le christianisme. Par contre, quand c'est un terrorisme au nom de l'islam, on l'explique cela. C'est problématique, disons. Donc, vous pouvez réagir à tout cela. Merci. Alors, j'essaie souvent d'expliquer qu'il n'y a pas le racisme, son jaillissement,
qu'ils soient idéologiques ou phénoménologiques, c'est pas des phénomènes spontanés et c'est pas des phénomènes unidimensionnels. Donc, dans les racismes, leur émergence, leur instrumentalisation politique, leurs conséquences, il y a vraiment une dimension parfois qui est objective, utilitaire, directement liée au pouvoir. Problématiser des gens, c'est pouvoir leur nier leur plus simple humanité, leur plus fondamentale liberté, et pouvoir leur faire des choses qu'on ne pourrait pas autrement. Leur retirer un pouvoir économique, leur retirer un pouvoir de représentation, leur nier un accès à des espaces de compétition pour pouvoir se faciliter le maintien d'un contrôle, le maintien d'un bénéfice de ça. C'est exactement, pour bien le comprendre, considérer que dans cette dimension-là, la manière dont s'est exprimé le sexisme pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, ça permet à des hommes d'être en compétition uniquement entre eux pour certains postes qui sont très valorisés, et que tous les stéréotypes qui vont être associés au fait d'être une femme, super, on vient de se débarrasser de la moitié de la compétition, où on peut nier à des personnes leur droit d'accéder à un endroit, d'accéder à un espace de représentation ou autre. Donc cette dimension objective politique du racisme, elle est datée et elle préexiste et elle se recompose et se recode en fonction d'opportunités politiques, d'opportunités contextuelles très, très, très claires. Et puis il y a une deuxième dimension beaucoup plus idéologique, beaucoup plus émotionnelle qui traverse nos sociétés, parce que les stéréotypes négrophobes, islamophobes, sexistes, antisémites ou islamophobes, on les génère dans un espace donné et ils vont circuler dans d'autres espaces. Tout à l'heure, je parlais de l'extrême droite parce qu'elle est initiatrice d'un certain nombre de discours et de formulations. Ces formulations, elles apparaissaient complètement racistes et insupportables et inacceptables dans les années 80. Et au fur et à mesure, par leur recodage, on les retrouve même dans des espaces qui se perçoivent comme progressistes et républicains. Je termine mon mandat au CCIF dans quelques semaines. Et si j'ai bien retenu quelque chose et si j'ai bien appris quelque chose de ces 7 ans, si j'ai développé quelque chose, c'est une capacité à m'asseoir et à entendre parfois les pires discours dans le plus grand des calmes. Et j'étais statisticien, je suis devenu thérapeute au bout d'un moment, parce que systématiquement, on me demandait de comprendre une peur qui me visait ou qui me ressemble, sans que j'ai fait quoi que ce soit d'objectif pour générer cette peur. Et on demande à des gens qui sont visés par des discriminations ou par des violences d'être capables d'entrevoir la réalité que ressentent, j'utilise le terme de ressenti, des gens qui ne vivent pas ces discriminations et ces violences, et dont les destinataires ne sont aucunement responsables des peurs qui sont ressenties. D'accord ? Donc je le fais volontiers parce que c'est la responsabilité que j'ai choisie. Mais les phrases du type « mais comprenez que quand on voit comment vous traitez vos femmes dans les pays musulmans, où il y a toujours plus de religieux et toujours plus de musulmans », j'entends ça avec la plus grande bienveillance et j'essaie de me décentrer et d'écouter simplement toutes ces questions. Ce que j'ai fait, en fait, quand j'étais bénévole au CCIF et que j'ai commencé, les premières années, je travaillais et je développais le porte-parole. Et j'étais animé d'une espèce d'idéalisme sans limite, au point où je me disais, genre, n'importe quel islamophobe, je dois pouvoir être capable de le convaincre ou bien de le raisonner, d'essayer de déconstruire les stéréotypes qu'il a ou qu'elle a. Jusqu'au jour où il y a une dame qui s'appelle Madame Gaillard, qui a appelé le standard du CCIF. Elle avait envoyé un mail genre de 2 pages et demie de compilation des pires stéréotypes islamophobes. Et le soir, j'ai dit à mon épouse, laisse, j'ai une mission importante ce soir, je vais répondre à Madame Gaillard. Et je me suis vraiment appliqué, je lui ai fait une réponse argumentée, ligne par ligne, et ainsi de suite. Et la semaine suivante, elle nous répond, elle dit, j'ai vu votre réponse, et elle était écrite de manière assez rationnelle et argumentée, c'est bien la preuve que vous êtes un manipulateur. C'est bien la preuve que vous êtes un manipulateur. Bon, on a fait cet échange-là pendant des semaines et des semaines. Elle m'a eu à l'usure. À la fin, j'ai dit à Marcia, ma collègue qui était en charge de l'accueil, je lui dis « Appelle Madame Gaillard, dis-lui qu'on l'invite à déjeuner. Promis, on n'ira pas au resto halal, mais qu'elle vienne, il n'y a pas de problème, on l'invite. Elle peut passer une journée au bureau du CCIF. Peut-être que ça lui fera du bien de rencontrer d'autres personnes et de voir que, choc, on est des êtres humains. » Et depuis, plus de nouvelles de Madame Gaillard. Mais je me suis appliqué à aller prendre tous ces stéréotypes, toutes ces expressions quasiment
pathologiques de la peur et du ressenti vis-à-vis de l'islam et des musulmans, je les ai pris un par un et je les ai confrontés au réel. Donc, les musulmans sont communautaristes, ils vivent qu'entre eux. C'est faux. On a des études statistiques qui démontrent exactement le contraire. Il y a une plus grande proportion de mariages interreligieux des musulmans avec les autres. Un musulman, c'est quelqu'un qui a le plus souvent son meilleur ami ou sa meilleure amie en dehors de sa communauté d'appartenance, qu'elle soit ethnoculturelle ou religieuse. Quand on parle d'islamisation de la France ou de retour du religieux au sein des communautés musulmanes, même chose. S'il y a une évolution quantitative, numérique au sein des communautés musulmanes, c'est au contraire une prise de distance du religieux. Alors pour les minorités qui sont de plus en plus pratiquantes, il y a une forme de visibilisation de ces pratiques, aussi à travers une loupe médiatique qui est énorme. Mais c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Mais la réalité sociologique, c'est qu'il y a plus une prise de distance du religieux. Donc moi, je vous le dis, mais vraiment en toute fraternité et en toute amitié, je suis prêt à entendre les pires trucs. Mais de la même manière qu'on demande aux gens de se décentrer pour être capable d'entrevoir ce que le Français lambda ressent en termes de peur quand il voit des actes terroristes à la télé, j'aimerais qu'on fasse l'exercice collectif de se dire, est-ce qu'on est capable de se décentrer et de se mettre dans la peau, genre 5 minutes, d'une femme qui a strictement rien demandé à personne et qui, de ses études jusqu'à sa recherche d'un marché, d'un travail sur le marché, ou dans son accès aux loisirs, dans son accès à la culture, dans son expérience de ce qu'est la rue, les transports, doit systématiquement composer avec des regards sur lesquels, quel que soit son bon comportement, elle n'a aucun impact. C'est ça la réalité de ce qu'est la condition musulmane aujourd'hui en France. Voilà. Bon, à part Madame Gaillard, j'aimerais demander à Alain Grèche, non Oui, ben justement, non, tout de suite, puisque tu as dévoué toute ta carrière et même ta vie à une meilleure compréhension de ce que Madame Gaillard croit être la réalité, qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce qu'il y a encore un espoir ? Oui, il y a un espoir. Moi, je crois à la rationalité, à la capacité d'expliquer. C'est dommage que la dame qui a posé la question soit partie, qui était... Je sais pas, non, ce n'est pas Madame Gaillard. Mais je voudrais aborder la question des femmes pour essayer d'expliquer ce que je veux dire. Il y a 15 ans, quand j'étais rédacteur en chef du Monde Diplo, il y a un gars qui est venu me voir en me disant pour faire un reportage sur les femmes au Pakistan. Il y avait eu vraiment des choses très dures sur les femmes au Pakistan. Et j'ai réfléchi à un moment, j'ai dit, écoute, on va faire ça, mais tu vas parallèlement faire le même, en vis-à-vis, le reportage sur les femmes en Inde. Et il a fait les choses, et les situations étaient terribles dans les deux cas. Et j'essaie d'expliquer aux gens que, même si c'est parfois justifié au nom de la religion, oui, il y a une situation difficile des femmes dans beaucoup de pays, y compris sous d'autres formes dans nos pays, et que c'est des choses contre lesquelles il faut se battre. Mais penser que c'est la religion qui explique ça, je pense que c'est ne pas voir les contradictions. Par exemple, je veux dire, on sait que la révolution iranienne a été par certains aspects, Gilbert a utilisé le terme d'intégriste. Mais c'est vrai que c'est grâce à la révolution iranienne que la grande majorité des femmes sont entrées à l'université. Et qu'aujourd'hui, les femmes représentent 60% des étudiants. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont libres Non, il y a des problèmes. Mais il faut aussi, penser que la libération des femmes dans chaque pays, ou leur avancée, c'est d'abord leur propre affaire. C'est à elles, c'est pas le discours occidental qui leur dit il faut vous libérer, qui va régler les questions. C'est-à-dire il y a des vrais problèmes, il y a des vrais problèmes d'oppression des femmes, mais c'est les mouvements internes qui vont. Et d'une certaine manière, des fois, les discours occidentaux, ils n'aident pas de ce point de vue. Et je dis, sans parler du fait qu'on voit des discours comme ceux de Madame Badinter qui va beaucoup plus loin, qui dit nous sommes libérés, femmes françaises, mais les femmes musulmanes dans les quartiers ne sont pas libérées. Quand on sait les problèmes que rencontrent les femmes françaises, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées, ça ne veut pas dire que c'était... Mais je dirais, occupons-nous des problèmes dans nos pays. Alors on peut être solidaire de lutte internationale, je veux dire, c'est important, mais il faut le faire avec intelligence, parce que d'une certaine manière, des fois, les interventions ad hominem qui viennent de l'extérieur et qui disent il faut faire ça,
ça va à l'encontre des luttes que mènent les femmes sur le terrain. Parce que, de certaine manière, on dit, regardez, vous êtes des agents de l'Occident, vous êtes des agents d'eux, etc. Donc, personne ne dit que le monde musulman est parfait. C'est vrai que dans ce qu'on appelait l'ancien tiers-monde, qu'il soit musulman ou non musulman, il y a des situations insupportables pour les femmes, même s'il y a eu des avancées. Il faut se battre. Mais pensez que, je le dirais différemment, pensez que c'est si on change la religion qu'on va les libérer, à mon avis, c'est une fausse... c'est une fausse vision. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, on pourrait en discuter, une vraie islamisation, c'est-à-dire on voit bien, moi je vois bien en Égypte, toutes les femmes portent le foulard, il y a un retour à une religiosité qui n'existait pas il y a 30 ans. C'est vrai. On peut en discuter, je dirais, voir de quelles conditions elle se fait. Mais si on pense que, et comme au Maghreb, bien sûr, si on pense que c'est en changeant la religion ou en imposant des pouvoirs dictatoriaux soi-disant laïques, qui n'ont rien de laïque, ni Sisi, ni Assad, ni rien, qu'on va changer la situation des femmes, on se trompe. Je veux dire, on sait que le changement de la situation des femmes, ça vient à travers les luttes que les femmes, en liaison avec l'ensemble de la société, mènent, et que ce sont des luttes compliquées. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des débats idéologiques, des débats idéologiques. Il y a aujourd'hui, vous savez, en Tunisie, un débat sur la question de l'héritage. C'est vrai que s'il y a un point où, disons, la vision traditionnelle de l'islam peut être un facteur de frein, c'est ce qu'on appelle le statut personnel. C'est vrai que là, il y a un certain nombre de choses. Mais les femmes, en Tunisie ou ailleurs, se battent, et c'est à elles de se battre. Il y a des choses à changer. Personne ne dit que la religion est sans problème. Mais mettre la religion au centre de notre combat, je pense que ce n'est pas efficace. Voilà. Madame, je crois, avait une question. Oui, bonsoir. J'avais une petite question sur le rôle de l'éducation. C'est plus à madame que ça s'adresse. Est-ce qu'il y a des programmes? Parce qu'il me semble que l'éducation joue un rôle essentiel dans la lutte contre toute forme de discrimination et de haine. Bien sûr, les médias ont un rôle, mais pour moi, l'éducation, c'est bien plus important. Alors, est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'on s'oriente dans ce type de direction? Merci. Alors, je parle sous le contrôle de M. Marwan Mohamed. Je sais que l'OSCE a édité des principes directeurs justement pour promouvoir le respect et la tolérance et la non-discrimination à l'égard des élèves en classe, et notamment des élèves musulmans. Mais vous avez raison. Donc, moi, je suis la représentante de l'OCI auprès de l'UNESCO, et effectivement, l'éducation est au cœur, en fait, de cette problématique-là. Justement, initier les enfants à la tolérance, au dialogue interculturel, à l'échange, parce que c'est grâce à l'échange que l'on apprend à mieux se connaître les uns les autres et à déconstruire les préjugés et la haine. Donc oui, il y a des programmes qui sont menés au niveau international et national aussi pour permettre justement ces échanges-là, pour parler de la différence tout en parlant d'égalité également. Encore une question, si vous voulez. Oui, vas-y. Oui. J'ai une question inverse, c'est est-ce que le problème il n'est pas civilisationnel? Est-ce que la réaction de l'islam n'est pas, je dirais, quelque chose qui est en relation avec la mondialisation et avec la position occidentale? Parce qu'on parle, je dirais, du méchant toujours, mais je veux dire, il y a un rapport de conservatisme. Le racisme, c'est une question de hiérarchie des civilisations. Et l'origine du racisme, il est blanc. Maintenant, il est civilisationnel. Mais je veux dire, on est avec cette mondialisation sur quelque chose qui change. Alors, est-ce que ce n'est pas tout ce dont on a parlé? Est-ce que ce n'est pas une réaction à la position occidentale? Bon, Gilbert Achcar va peut-être répondre à cette question et conclure aussi chaque intervenant apportant quelques mots de conclusion. À cette question, vous savez, d'abord, le concept civilisation est quelque chose qu'on pourrait discuter longuement.
bon, je laisse à d'autres de réagir là-dessus. Moi, je voudrais quand même utiliser mon temps de parole pour quelque chose de plus fondamental, qui est comment on réagit, comment on combat l'islamophobie. Et je crois que il ne faut pas, enfin, on ne peut pas combattre l'islamophobie en versant dans le sens contraire, dans une sorte d'islamophilie. Et je dirais la même chose de toute chose. On ne combat pas l'antisémitisme par une judéophilie qui aboutit à la justification de tout ce que fait l'État d'Israël. Bon. Donc il faut faire attention là-dessus. On combat l'islamophobie en récusant l'explication par l'islam. Alors on peut prendre des tas d'exemples. La violence, bon, dire que c'est inscrit dans l'islam parce qu'il y a dans le Coran ou dans l'histoire des premiers temps de l'islam des choses de ce type. Bon, on pourrait en dire autant et plus en parlant de l'Ancien Testament, qui est un livre extrêmement violent, enfin, où il y a même de l'histoire génocidaire. Oui, c'est bien connu. De même, la question des femmes. Bon, le statut des femmes, etc., bien sûr, dans l'islam, le statut des femmes, de même que dans la chrétienté jusqu'à récemment, qui a essayé de s'adapter, le statut des femmes était très opprimé, mais dans l'Ancien Testament également, le traitement des femmes dans l'Ancien Testament est pire que dans la théologie islamique, d'ailleurs. Vous n'avez qu'à voir Germaine Tillon, depuis longtemps, d'explication que l'islam, en son temps, était une avancée par rapport au christianisme médiéval en ce qui concerne le statut des femmes. Donc, ça n'explique rien d'expliquer le tout. La question qui se pose, c'est pourquoi il y a ces utilisations, des utilisations différentes de ces textes. C'est ça qui est et la réponse, elle n'est pas, sinon elle serait tautologique, elle n'est pas dans les textes, elle est dans un ensemble de circonstances historiques, sociales, politiques, etc., qui font qu'à un certain moment, eh bien, on va faire telle ou telle interprétation. Telles interprétations vont dominer, vont être utilisées pour telle ou telle raison. Et donc, il faut se garder, parce que ce n'est pas convaincant. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà, la question du voile. Bon, moi, je défends la liberté de toute personne de porter le voile si cette personne le désire. De même que, évidemment, je défends la liberté de toute personne de ne pas porter le voile, parce qu'il y a aussi, bien sûr, beaucoup de pays où on impose le voile. Bien. Donc, on défend cette liberté-là. Mais on n'a pas besoin, pour défendre cette liberté, d'expliquer que le voile est un instrument d'émancipation. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, ça. Et il y en a qui franchissent ce pas. Et ça ne peut pas, ce n'est pas convaincant. Le problème principal, c'est de défendre la liberté des gens. Moi, les gens ont le droit de s'habiller, etc., comme ils veulent, ou elles veulent, dans ce cas. C'est tout. Il n'y a pas à essayer de faire, de tomber dans l'excès inverse qui est contre-productif, parce que ça ne va convaincre personne. Et ce n'est pas ça. Si vous voulez, il ne s'agit pas de transformer les gens d'islamophobes en islamophiles. Il s'agit simplement d'expliquer aux gens de respecter la liberté des autres. C'est le combat principal, c'est un combat de respect des libertés. Puis après, au-delà, chacun a ses orientations. Moi, je suis pour un combat pour la laïcité, ça certainement, qui malheureusement dans le monde musulman, c'est un combat central. Dans le monde musulman, c'est un combat absolument central. Même là où il y avait des avancées de mauvaise façon, d'ailleurs, comme la Turquie, de manière autoritaire, etc., ou dans l'ex-monde soviétique, on voit des reculs sur ce terrain-là. Pour moi, c'est un combat émancipateur que la laïcité, parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté réelle sans laïcité, sans séparation stricte de la religion de l'État et sans refus de toute imposition de la religion, de toute utilisation de l'État pour imposer des comportements religieux ou autres. Donc voilà le type de valeurs qu'il faut défendre, n'est-ce pas? Je crois que c'est comme ça qu'on combat toute forme de racisme, d'intolérance culturelle et d'autres.
Donc ne pas tomber dans le jeu des islamophobes, qui est un jeu pervers aux règles viciées de la base. Marwan Mohamed, quelques mots de conclusion? Donc, dans la lutte contre l'islamophobie, je pense que Gilbert a dit quelque chose d'assez utile. On parle de liberté fondamentale qui nous concerne tous. Et il ne s'agit pas que les gens s'aiment les uns les autres comme si on était dans un pays complètement irréel, tout simplement. Il y a une différence entre l'amour et le respect les uns des autres. Et puis, l'un n'a pas pour condition l'approbation des uns des autres. Parce qu'on veut rester d'abord et avant tout aussi une société plurielle où on vit avec nos désaccords et nos différences d'opinion. Et cette diversité-là, je crois qu'elle a été un fil récurrent de notre discussion ce soir. Diversité au sein des communautés musulmanes, diversité au sein du milieu journalistique, diversité au sein de la société française. D'accord ? Et ça a une valeur en soi. Le CCIF, par sa genèse et par le besoin qui était le plus immédiat à l'époque, s'est concentré sur une assistance psychologique, juridique des victimes et sur une mise en évidence de la réalité de l'islamophobie. Et c'est ça qui explique que ces 10 premières années, ça a été des années de lutte pour montrer la réalité d'un problème, obtenir des résultats juridiques qui vont protéger les libertés des personnes que l'association avait à assister. La possibilité pour une jeune femme de s'inscrire à l'université avec un foulard. La possibilité pour un salarié de ne pas être visé ou mis à l'écart du reste de ses collègues parce qu'on suppose qu'il est musulman et que pendant sa pause du déjeuner, il s'absente pour prier. La possibilité pour des enfants à la cantine de ne pas être forcés à manger de la sauce de viande ou de la viande en tant que telle si c'est leur choix. La possibilité pour les lieux de culte musulmans de bénéficier des mêmes dispositifs de protection et de surveillance lorsqu'il y a des risques réels qui portent sur eux. La reconnaissance de l'égale dignité et de l'égalité de droit de toutes les personnes, y compris ceux qui sont de confession musulmane. Donc ce travail-là, il est venu avec une conflictualité qui était inhérente au sujet même auquel on s'attaquait. Tout le monde n'était pas d'accord sur la réalité de l'islamophobie et tout le monde n'était pas d'accord sur l'égale dignité de tous les citoyens français. Et donc il a fallu faire reconnaître ça de manière dure. Et en même temps, maintenant, on se rend compte que maintenant que ça s'est posé, il n'y a plus d'enjeu ni de notoriété et de visibilité du CCIF, ni de lutte sémantique sur le concept d'islamophobie, mais qu'il faut s'attacher à toucher et à modifier les causes structurelles de l'islamophobie. D'abord en redonnant aux premières et aux premiers concernés leur parole, parce que ça participe à un processus de réhumanisation. C'est beaucoup plus difficile de construire quelqu'un comme un problème lorsque on a dû reconnaître ou dû voir sa pleine humanité. C'est très difficile parce que ce n'est pas les créatures fantasmées qui ont des droits et des libertés, c'est les êtres humains. Donc tant que les musulmans sont des stéréotypes ou des expressions parlées à la troisième personne dans les reportages et dans les articles, c'est très difficile de leur redonner leur humanité ou leur parole, qui rend difficile le fait de les problématiser. Ça, c'est le premier axe sur lequel je pense qu'il y a un travail majeur à faire dans les 10 années qui viennent. Le deuxième, c'est au bout du compte tout le travail de prévention par l'éducation, mais pas que. Donc le travail de prévention au sein des institutions, par la formation, aussi dans les endroits où on voit une surreprésentation d'actes qui peuvent être évités par des médiations, par des préventions, par des circulaires qui seraient dans ces ministères ou dans ces systèmes de santé ou éducatifs ou autres. Et vous remarquez à travers ces deux aspects-là que c'est tout sauf le travail d'une assoce comme le CCIF uniquement. Et c'est encore moins le travail des seules communautés ou des personnes de confession musulmane uniquement. Ces deux axes-là, se réhumaniser les uns les autres, s'entendre et s'écouter les uns les autres, pour se reconnaître en humanité et éviter qu'on prenne 5 personnes dans la salle, qu'on les mette de côté et qu'on dise vous êtes le problème de tous les autres, cet axe-là, ou bien l'autre, le fait de travailler sur l'éducation, sur la prévention, en faisant acte de solidarité, parfois même quand c'est difficile, ces deux axes-là nous concernent et nous engagent toutes et tous.
Le CCIF, ça peut être aujourd'hui une grosse association avec 15 000 adhérents, une quinzaine de salariés, des relais dans une douzaine de villes en France. Ça ne sera jamais quoi que ce soit d'autre que ce que vous en ferez. Et aujourd'hui, c'est un passage de témoin parce qu'il y a un certain nombre de cadres de l'association qui sont passés à autre chose et qui basculent à d'autres périodes de leur vie. Mais nous, on est convaincus d'une chose, et si on se permet ça, parce qu'on sait que il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, des gens qui prennent le relais, jeunes, moins jeunes, quel que soit leur parcours. Et donc, c'est la note avec laquelle j'aimerais terminer aujourd'hui. Le drame d'une société qui verse parfois dans l'intolérance, ce n'est pas la violence de ses extrêmes, c'est le silence de sa majorité. Soyons une majorité non silencieuse sur ces questions. Merci. Très bien. Attendez, on va terminer les 4 orateurs dehors. Donc, c'est un engagement pour les droits de l'homme. Alain Grèche, tu... aussi, quelques mots. Juste une chose qui me semble importante dans ce que dit Barouane, c'est le fait que l'islamophobie, c'est l'affaire de tous. C'est pas parce que, entre guillemets, nous aimons les musulmans qu'il faut aujourd'hui les défendre ou combattre l'islamophobie. C'est parce qu'aujourd'hui, l'islamophobie est devenue, à mon sens, dans nos sociétés, la forme principale du racisme. À d'autres temps, c'était l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est ça. Et ça nous concerne tous. Parce que nous savons, par l'histoire, que même quand ça vise des communautés spécifiques, le résultat à la fin, c'est que ça nous vise tous. Et donc ça, c'est ce fait de travailler ensemble et de ne pas s'enfermer dans de dire, bon, le CCIF, c'est les musulmans, ils se défendent les musulmans, me semble très important. Et le fait d'essayer d'associer des organisations à ce combat, comme la Ligue des droits de l'homme, qui joue parfois un rôle très positif, comme ils l'ont eu au moment de l'affaire des Burkini, etc., me semble important. La deuxième chose, ce n'est pas directement dans le débat, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit sur l'international, ça me semble très évident. C'est-à-dire, aujourd'hui, une des raisons de cette résurgence de l'islam, etc., c'est l'impression, par beaucoup de gens, par beaucoup de forces, que c'est l'élément de combat contre l'Occident. De manière très simpliste parfois, je ne veux pas rentrer là dans le débat. C'est-à-dire que c'est la manière aujourd'hui, malheureusement, parce que la situation a changé par rapport aux années 60-70, quand c'était la gauche qui représentait la lutte contre l'ordre international. Aujourd'hui, à tort ou à raison, et c'est ni à tort ni à raison, parce que ça dépend des situations. Gilbert a bien parlé du fait qu'il y a des politiques très différentes. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça représente une forme de résistance. Et il faut s'interroger sur savoir comment des milliers et des milliers de jeunes occidentaux sont partis se battre aux côtés d'Al-Qaïda. On peut penser que c'est des fous. Non, je pense que c'est des gens qui font totalement fausse route, mais il faut s'interroger pourquoi. Et s'interroger effectivement sur, notamment au Proche-Orient, un ordre occidental imposé depuis 60 ans qui, je dirais d'une certaine manière, alimente le désespoir et l'extrémisme. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez la situation faite aux Palestiniens, ou tout, je veux dire, vous pouvez avoir un discours rationnel en disant il faut une situation, mais quand vous avez 20 ans, vous dites comment on peut combattre ça ? Certains pensent que c'est à travers l'État islamique ou Al-Qaïda. Il faut y réfléchir, c'est quand même un défi important. Merci Salima Dalibé. Très brièvement, un élément qui a été souligné, qui était très important aussi à mes yeux, c'est que oui, l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie est un combat commun qui concerne chaque citoyen. Et qu'en fait, il y a déjà des cadres pour lutter effectivement de façon efficace contre l'islamophobie. C'est tout simplement le respect du droit, le respect des libertés, dans un cadre républicain qui a été prédéfini ici, qui s'appelle la laïcité, c'est-à-dire la neutralité religieuse de l'État. Donc le cadre, le droit est là, il suffit de le faire respecter. Et un autre élément qui est très important à mes yeux aussi, c'est vraiment de construire des espaces de rencontre, des espaces de communication pour la prévention, notamment à l'école et même ailleurs, afin de déconstruire des préjugés, de déconstruire en fait la vision que l'on a de l'autre, tout simplement parce qu'on n'a pas l'occasion de le rencontrer ou parce qu'on le perçoit. Il y a un stéréotype qui est véhiculé par les médias ou par d'autres biais. Voilà, les rencontres. Bien, désolé, mais nous avons un horaire à respecter, donc on va mettre fin à cette séance et en vous remerciant, je crois, remerciant surtout les orateurs de ce débat passionnant.